manque d'eau en Bretagne est tout à fait plausible, malgré l'imaginaire collectif disant qu'il pleut toujours en Bretagne. Les années passées nous montrent que ce n'est pas le cas. Il faut se mettre dans cette projection d'un déficit et d'un manque d'eau en Bretagne qui aurait forcément des incidences sur un certain nombre d'activités, pourrait générer des conflits d'usage, ce qu'on cherche tous aujourd'hui à éviter. On est nombreux sur le territoire, il y a beaucoup d'activités, notamment économiques. Les particuliers, nos amis touristes aussi, c'est une activité économique. Et il va falloir qu'on se mette dans la tête qu'il va falloir partager cette ressource qui va devenir de plus en plus rare. On est un département agroalimentaire, agricole. Donc là aussi, il y a des enjeux. Et l'autre pilier de l'économie morbihannaise, c'est le tourisme. Donc, sans parler de conflit d'usage, il faut mieux parler d'adaptation. Il faut qu'on change nos habitudes, tous, pas seulement ces activités qu'on pointe du doigt parce que ce sont les activités principales du Morbihan en termes d'économie, mais tout un chacun, chaque citoyen doit commencer quand même à avoir des actes de sobriété et des réflexions, à réagir et agir en conséquence de ce changement climatique qui arrive. C'est des éco-gestes, forcément, une moindre consommation pour des usages courants, c'est se concentrer sur les usages essentiels quand on peut, mais pour un abonné domestique, par exemple, enfin un particulier, sans changer son confort de vie. Et des solutions faciles existent, c'est en général beaucoup de bon sens. Il faut que ça rentre dans les habitudes. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui le font déjà, ça doit se généraliser pour que ce soit efficace. Après, dans les activités économiques, on est plus dans une réflexion sur les process, les matériaux, tout ce qu'on met en place pour produire de façon équivalente, mais en consommant moins. C'est toujours les derniers petits pourcents qui sont compliqués à atteindre. Je pense qu'on a encore de la marge de manœuvre, oui, en la matière, en termes d'usage. Chacun, à mon avis, a encore un petit peu de marge pour réduire sa consommation d'eau. Du Morbihan, c'est un syndicat mixte, c'est-à-dire un regroupement de communautés de communes et de communes qui ont décidé de former une entité unique pour mutualiser les moyens, notamment, pour porter le service public d'eau potable. Donc on intervient sur 199 communes en production et transport d'eau potable, et à la carte sur la distribution d'eau potable, donc jusqu'à l'abonné, sur 107 communes. Et depuis le 1er janvier 2023, on exerce aussi la compétence assainissement collectif sur Belle-Île-en-Mer. On a une gestion différente forcément que sur le continent, puisqu'on n'a pas d'interconnexion ou de moyens de secours avec le continent, contrairement à ce qu'on peut avoir sur le Morbihan continental. Donc elle doit se sécuriser elle-même. On a créé déjà de longue date des barrages. On s'assure de leur bon remplissage avant la saison estivale. Si tout va bien, on peut tenir 2 années sèches avant d'avoir des difficultés. Quand je dis quand tout va bien, c'est si effectivement la consommation globale n'augmente pas trop sur l'île, on a des stocks. Donc il faut toujours rester vigilant. Le Morbihan a des spécificités en matière de ressources puisque, comme le reste du massif armoricain, on a très peu d'eau souterraine mobilisable. Et quand elles sont mobilisables, c'est pour des petits débits, donc des petites productions pour l'eau potable. Donc on a aujourd'hui à l'échelle, sur le territoire d'eau du Morbihan, à peu près 20% des volumes produits à partir d'eau souterraine, avec des installations de petite taille qui sont disséminées sur le département. Et les 80%, c'est de l'eau superficielle. Donc de l'eau superficielle qui est plus réactive quand il pleut, mais aussi quand il pleut pas. Et on le voit en ce moment rapidement. Il y a les débits qui plongent aussitôt qu'on a quelques semaines sans pluviométrie, plus sujette aux pollutions, aux variations de qualité, etc. Donc c'est une gestion forcément différente que les départements qui ont des grandes nappes profondes, protégées entre guillemets. On est de toute façon entre 20 et 25% d'eau souterraine mobilisée pour la production d'eau potable à l'échelle bretonne. Le volet
préventif, comme on l'a dit déjà, sur les usages, avoir une mutualisation aussi de cette ressource. C'est la vocation d'Eau du Morbihan, hein, de pouvoir justement avoir une solidarité entre les territoires pour pouvoir partager cette ressource disponible que chacun doit bien sûr économiser. On a aussi une marge de gestion que peut-être d'autres collectivités n'ont pas dès lors que Eau du Morbihan dispose de barrages et donc de stockage. Ça nous donne quand même un petit peu de mou, entre guillemets, pour la gestion, puisque on peut de façon anticipée faire en sorte que nos stockages soient pleins avant la forte période de consommation. Après, tout l'enjeu, c'est de faire, entre guillemets, durer ce stock toute la saison et en arrière-saison. Donc cette bonne gestion, bien sûr, elle part de la ressource, elle part aussi de son partage, avec des infrastructures qu'il faut mettre en place de façon coordonnée. Et ensuite, au niveau, une fois qu'elle est mise dans les tuyaux et dans les réseaux, il faut que chacun soit conscient de la richesse que ça constitue et puis la consomme avec parcimonie. Le fait d'avoir des barrages participe à la sécurisation au sens où, je vais prendre à l'inverse, quand on prélève au fil de l'eau dans une rivière, quand il n'y a plus d'eau dans la rivière, c'est fini. On ne peut pas avoir de gestion préventive, puisque par définition, on prend ce qui coule. Quand on a un barrage, c'est quand même un plus, puisqu'on peut faire en sorte que ces barrages soient pleins. Donc, anticiper un éventuel épisode de sécheresse en ayant un stock disponible qu'on peut gérer sur la durée. Et ainsi mutualiser ces différentes ressources disponibles. On connaît les consommations agricoles qu'au travers de ce qui est consommé sur le réseau d'eau potable, notre réseau d'eau potable. Et encore, il faut qu'on l'affine parce qu'on a derrière notre abonné, on ne sait pas forcément qui se cache. Il faut qu'on met en place justement des observatoires pour bien avoir des typologies d'abonnés, pour bien approcher quelle est la part de consommation des agriculteurs, des entreprises, des particuliers, etc. C'est une connaissance qu'il faut qu'on affine. Par contre, Eau du Morbihan, service public d'eau potable, n'a pas d'informations sur des prélèvements directement dans le milieu, qui n'est pas de son ressort. Je pense que si on avait les moyens de ces contrôles des consommations et des prélèvements, en tout cas, j'ose espérer qu'ils auraient été réellement mis en place, mis en œuvre. Comme je constate qu'il n'y a pas forcément beaucoup de contrôle, en tout cas sur ce volet-là, je pense qu'effectivement, il y a un déficit de moyens de ce point de vue-là. Peut-être aussi parce que jusqu'à présent, on s'est concentré, en tout cas en Bretagne, sur des contrôles plutôt qualité, bonnes pratiques agricoles vis-à-vis des pollutions diffuses, nitrates, etc. On a peut-être malheureusement un peu négligé le volet quantitatif, mais qui nous rattrape actuellement. L'année 2017 déjà avait vu une augmentation assez importante des consommations, en tout cas sur le réseau public, des reports de forage agricole sur le réseau public puisque les nappes étaient à leur niveau le plus bas, et aussi certaines tensions sur nos infrastructures. Et ce niveau assez important de 2017 n'est jamais redescendu. On a vu ensuite avec 2020 et ce fameux effet Covid, alors qui reste à confirmer quand même, hein, plus un bruit de fond, c'est-à-dire un niveau de consommation, y compris en hiver, plus élevé que les autres années. Des gens sont peut-être installés en Bretagne ou sont restés plus longtemps chez eux, en plus de télétravail. Tout ça mérite de prendre un peu de recul pour l'analyser. Mais moi, je dirais qu'on voit quand même depuis 2016-2017, franchement, une nette augmentation, alors qu'on a des épisodes sans pluie, de plus en plus fréquents et surtout de plus en plus longs. Nous, notre difficulté, par exemple, en tant que gestionnaire d'eau potable, c'est pas forcément l'été. On fait tout pour que nos réserves soient pleines et que tout se passe bien en été parce que c'est le gros de la consommation. Notre souci, vis-à-vis de la ressource, beaucoup, c'est de réussir à gérer dans la durée, c'est-à-dire aussi pendant la période d'étiage, septembre, octobre, novembre parfois, et quelquefois, cette reprise des écoulements, cette reprise des pluies, elle n'arrive qu'en décembre, voire en janvier, février de l'année d'après. Là, c'est long, et c'est sur ce temps long-là qu'il faut qu'on travaille. Je
Je pense que ça va être compliqué, honnêtement. Alors, inquiétude, si on mobilise tous les leviers, on arrivera à atténuer, mais de toute façon, on aura des années compliquées, ça c'est sûr. Souvent, alors je dis on pense que le service public d'eau potable va tout gérer, avec des prélèvements, des unités de production, des interconnexions. L'infrastructure ne fait pas tout, surtout s'il n'y a pas d'eau à mettre dedans. C'est un des outils qui peut mobiliser des infrastructures, effectivement, des solutions techniques, technologiques. Mais en amont, il faut la préserver, cette ressource, et à l'aval, il ne faut pas trop consommer. Donc on ne peut pas tout faire tout seul, chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Moi, je ne suis pas politique, donc le plan eau qui a été annoncé, j'ai forcément une approche technique, hein, je ne suis pas politique. Il y a des annonces, certes, avis tout personnel, qui ne sont pas révolutionnaires. Voilà, et je m'en tiendrai là. Alors la gouvernance de l'eau et cet effet millefeuille, c'est souvent effectivement mis en avant. Faut pas se cacher derrière cette relative complexité pour rien faire. C'est pas un alibi non plus, ce millefeuille. Je pense que chacun a son rôle à jouer. Il faut rentrer dans cette gouvernance de l'eau pour essayer de la comprendre, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'acteurs. Mais j'ai quand même le sentiment que chacun à sa place va quand même dans le même sens, même si oui, il peut y avoir des redondances. Mais pour moi, c'est pas un frein. Forcément, en tant que grand syndicat qui intervient à l'échelle du département, je veux dire que cette dimension est assez intéressante pour faire jouer la solidarité entre les territoires sur un certain nombre de sujets. Encore une fois, je pense qu'en fonction des sujets, les périmètres pertinents peuvent changer. Quand on parle du bassin versant, on est sur le grand cycle de l'eau, le cycle naturel, et c'est normal que ce soit le bassin versant. Quand on est sur des infrastructures d'eau potable, on n'est pas sur le bassin versant et on n'est pas non plus sur les limites administratives des EPCI ou des communes. Donc il faut élargir. Je pense qu'à chaque sujet, sa gouvernance, ce qui n'empêche pas de créer des liens entre les deux. C'est pas parce qu'on est un service public d'eau potable qu'on ne regarde pas ce qui se passe au niveau des milieux, puisque quelque part, entre guillemets, c'est notre matière première, on se doit aussi de la préserver. Les usagers ont déjà des places, hein, que ce soit dans les commissions locales de l'eau, il y a quand même une représentation. Les structures d'eau et d'assainissement ont ce qu'on appelle une CCSPL, donc une commission consultative des services publics locaux, où ils sont aussi représentés. Il y a beaucoup de débats, y compris au niveau régional, avec l'Assemblée bretonne de l'eau, où ces usagers sont aussi représentés. Maintenant, voilà, faut pas non plus oublier le rôle des élus. Il n'y a pas que cette société civile qui doit être à l'écoute. Les élus doivent être à l'écoute de la société civile, mais ces représentants d'usagers doivent aussi comprendre les contraintes que peuvent rencontrer les élus et les services tels que Eau du Morbihan, par exemple. Le Morbihan est un territoire extrêmement attractif et dynamique. Donc attractif, effectivement, de mémoire, sur les 3-4 dernières années, on a accueilli à peu près en moyenne 17 000 nouveaux habitants sur le département par an. Ça fait un petit peu de monde, cumulé effectivement avec une fréquentation touristique, alors dont on dit qu'elle est plus importante, mais peut-être qu'il faut regarder d'un peu plus près. Et on a certains professionnels du tourisme qui nous disent qu'il n'y a pas plus de capacité d'accueil, donc a priori pas forcément plus de touristes, mais peut-être plus de personnes qui viennent à la journée, de l'intérieur du Morbihan sur la côte par exemple, ou des départements limitrophes, ça peut-être bouge plus en proximité, à la journée ou sur quelques jours, alors qu'avant on avait plutôt des arrivées massives de grands séjours entre le 14 juillet et le 15 août. Là, ça a un peu plus tendance à s'étaler en fait dans le temps. Donc c'est peut-être quand même quelque chose un peu à affiner avant de dire il y a plus de touristes. C'est différent, je pense que c'est différent. Mais forcément, globalement, peut-être que sur l'année, il y a
peu plus de consommation et de fréquentation, moins concentrée par contre sur cette période juillet-août. Après, forcément, hein, quand on est plus nombreux, on consomme plus, c'est une lapalissade. Et le dynamisme économique du Morbihan, hein, les entreprises, c'est la même chose. Forcément, ça engendre une consommation. Mais on ne peut pas mettre le département sous cloche non plus. Il faut bien qu'il y ait des activités et du monde pour faire vivre ce territoire. Il y a aussi des changements d'habitude en termes de travail, télétravail. Et encore une fois, on n'a pas forcément suffisamment de recul aujourd'hui, mais c'est vrai que l'année 2020 nous a quand même montré qu'il y avait certainement plus de résidents permanents occupant des résidences secondaires. Alors est-ce que c'est un phénomène qui perdure? Il y a des périodes effectivement où on a vu beaucoup d'arrivées de personnes de grandes villes voulant se mettre au vert en Bretagne. Certains repartent aussi, au bout de quelques années. Le terme de restriction d'usage ramène pour certaines catégories d'abonnés, parce que je parle d'abonnés vis-à-vis du service public d'eau potable, ça peut être des réelles restrictions, c'est-à-dire les activités économiques pour pouvoir faire des économies d'eau. C'est soit on améliore son process et ses habitudes, et tant qu'à faire, autant le faire tout le temps et toute l'année, qu'il y ait des restrictions ou pas, parce qu'au final, ça fait aussi une petite économie sur la facture. Soit c'est carrément, on bride ou on diminue l'activité économique. Là, c'est une vraie restriction. Pour des restrictions telles qu'on les voit par exemple apparaître dans les arrêtés cas de sécheresse, en tout cas sur le Morbihan, pour des abonnés particuliers, ça relève quand même du bon sens la plupart du temps. C'est pas forcément extrêmement contraignant. On voit quand même une progression dans l'état d'esprit des personnes. Petite anecdote, l'année dernière, dans un secteur du Morbihan, il y avait un maire qui me disait « Notre petite supérette du coin, là, elle n'a jamais vendu autant de bassines en plastique que pendant l'année 2022 ». Parce que les gens voulaient récupérer la moindre goutte d'eau pour laver les légumes, pour récupérer l'eau de la douche, le temps que ce soit chaud, etc. Bon, c'est un petit signe quand même, ça paraît anecdotique, mais la compréhension des phénomènes et l'état d'esprit est en train d'arriver, en espérant que ça continue et que ça se renforce. Alors, on ne va pas jusqu'aux ambassadeurs de l'eau aujourd'hui. On a effectivement des outils pour rappeler à nos abonnés et aux autres les bons gestes pour économiser l'eau au travers d'une campagne qui s'appelle Laisse pas couler. Elle a bien nommé, qu'on a mis en place dès 2018 sous forme numérique exclusivement, parce qu'il faut aussi penser que les affiches, c'est pas forcément très très bon pour le papier. Donc pour l'eau, on participe aussi au projet Éco-d'eau porté par la CCI du Morbihan en tant que partenaire. On a de fréquentes discussions avec la Chambre d'agriculture qui veut aussi faire des audits dans certains élevages, parce que l'agriculture manque un peu de référentiel sur le potentiel d'économie en élevage. Et ils ont plus de données sur les cultures. Et puis on a commencé aussi à initier de la sensibilisation vers les élus. On a organisé en décembre dernier une conférence visant à aménager et urbaniser autrement pour pouvoir préserver la ressource à l'origine, donc en facilitant la perméabilisation, etc., mais aussi en termes de consommation dans les différents aménagements. Alors les industries, et notamment agroalimentaires, sont dans le Morbihan très bien impliquées dans le projet Éco-d'eau porté par la CCI. D'ailleurs, le Morbihan était moteur et ce projet essaime au-delà de la Bretagne même. Il y a une forte mobilisation de l'industrie agroalimentaire sur le sujet, notamment. On est passé de il faut faire des économies parce que l'eau c'est cher à il faut faire des économies d'eau parce que l'eau est une matière première et pour pérenniser l'activité, il faut continuer d'avoir accès à la ressource.
Donc ça, c'est un levier quand même très puissant. Donc on voit un certain nombre d'industries agroalimentaires qui ont complètement revu tout leur système de recyclage, de lavage, de nettoyage, et qui aimeraient aller jusqu'à la réutilisation des eaux usées traitées, si tant est qu'on les autorise à le faire. La solidarité ville-campagne, urbain-rural, intérieur-littoral, c'est l'essence même du syndicat Eau du Morbihan, qui a été initialement créé pour ça, justement pour que la disponibilité de l'eau, ou pas d'ailleurs, dans les territoires, ne soit pas un facteur de différenciation entre les territoires. Alors il y en a d'autres, hein, forcément, mais pas celui-là. C'est-à-dire que Eau du Morbihan s'est structuré pour amener de l'eau là où il n'y en avait pas, ce qui a permis d'ailleurs le développement de l'agroalimentaire dans le centre du Morbihan, parce qu'il n'y a pas de ressources en fait hein, dans le centre du Morbihan. Alors on peut dire oui, le littoral, les villes consomment beaucoup, mais apportent aussi une richesse, donc ça participe de cette solidarité économique aussi, puisque quand on mutualise au sein d'un grand syndicat, on mutualise tout, la technique, les moyens financiers, les moyens humains, etc. Après, on a des partenariats, des conventions avec les deux agglomérations de Vannes et Lorient pour aller aussi dans le même sens et partager cette ressource et mutualiser. Il y a un vrai travail de coordination et de collaboration, justement pour éviter cet écueil de guerre de l'eau entre les territoires qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. L'impact de la diminution des débits des cours d'eau, par exemple, sur la qualité, en 2022, en tout cas, elle n'a pas été flagrante, en tout cas sur le périmètre d'eau du Morbihan. Ce qu'on craignait quand même, c'est que dans nos fameuses retenues, dans nos stocks, on a des barrages, on a aussi des anciennes carrières. Ce qu'on craignait, c'est qu'à un moment, on atteigne une limite de potabilisation quand on descend trop bas et quand on va chercher le fond, forcément et naturellement, l'eau est de moins bonne qualité. On n'était pas loin à certains endroits, mais on n'est pas descendu jusqu'au fond. Après, dans les cours d'eau, en tout cas pour les paramètres qui pourraient être un petit peu embêtants sur l'eau potable, on ne l'a pas vu. Oui, quand il y a eu quelques épisodes orageux, on a vu des pics de matière organique, mais c'est gérable avec nos installations. En tout cas pour cette année-là, on n'a pas vraiment vu de façon flagrante des problèmes de qualité d'eau brute. Ce qu'on a pu voir quand même, c'est quand on ne pouvait pas produire en local et qu'on achetait de l'eau, qu'on faisait venir de loin, voilà, il y a des petits problèmes on chlore forcément pour la qualité bactériologique de l'eau. Et le chlore combiné au petit reste de matière organique qui peut rester quand on transporte l'eau sur des longues distances, ça peut poser des petits soucis de qualité, mais qui ont vite été résorbés justement par cette solidarité entre les territoires. Il y a clairement un gros effort qui a été fait notamment par la profession agricole sur le paramètre nitrate. On voit des améliorations, on les voit. C'est aussi le fruit sur certains captages d'une politique de préservation portée par les collectivités en collaboration avec le monde agricole. On a des polluants émergents, notamment phytosanitaires, qui nous posent question, effectivement, qu'on ne recherchait pas. Maintenant, on les recherche, bon, avec une marge d'erreur d'analyse qui interpelle un peu aussi. On a des limites de qualité, par exemple, à 0,1 microgramme par litre, avec des marges d'erreur des laboratoires annoncées entre 30 et 40%. Donc, on peut être juste au-dessus ou juste en dessous, et être donc conforme ou non conforme. Quand on est dans l'infiniment petit, ça va très très vite. Je ne nie pas le problème, mais on va forcément devoir aussi, au-delà de la gestion quantitative, s'adapter et adapter nos process à ces nouvelles pollutions qu'on devra traiter curativement, tout en continuant bien sûr avec la profession agricole le travail préventif. C'est sur ces fameux métabolites de pesticides alors qui sont pertinents, ou non pertinents suivant que l'ANSES se prononce ou pas. Mais oui,
On sait de toute façon que si c'est pas l'ESA métolachlore, demain ce sera peut-être un autre. Donc on est plutôt là pour le coup inquiet. Parce que si ça nous oblige à fermer certains captages, la qualité va avoir une répercussion sur la quantité qu'on pourra produire et fournir à nos abonnés. À la source, pour améliorer la disponibilité de nos ressources, les celluloses infiltrées stockées dans les sols, ça paraît être le b.a.-ba. C'est vrai que c'est pas ce qu'on a fait depuis ces dernières années. On a beaucoup imperméabilisé dans les collectivités. On a fait des parkings, on a fait des routes, etc. Alors, je sais que le retour en arrière est possible. Il y a d'ailleurs des appels à projets de l'Agence de l'eau à ce propos. C'est pas toujours évident quand même de détruire ce qu'on a construit. Ça a un coût. Mais à minima, ce serait bien de limiter en tout cas cette imperméabilisation pour les nouveaux projets et justement intégrer cette dimension eau et infiltration dans les projets à l'avenir. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'infiltration d'eau de pluie, mais ça a l'avantage, moi j'ai des exemples en tête quand même, où ça a l'avantage de recharger les ressources, mais aussi à certains endroits de gérer des problématiques d'inondation. Donc voilà, il y a toujours un angle d'attaque qui peut nous permettre de trouver des complémentarités entre les différentes solutions. Un des leviers du service d'eau en lui-même, c'est d'améliorer le rendement de ces infrastructures. Alors on parle beaucoup du rendement des réseaux. Il ne faut pas non plus oublier le rendement des usines de production. Ce sont des infrastructures qui consomment de l'eau. On prélève, mais il faut laver les filtres, il faut faire des analyses, des analyseurs en continu, ça consomme de l'eau, etc. Donc au du Morbihan en tout cas, mais je pense que mes collègues des autres collectivités c'est la même chose, au fur et à mesure essayent de moderniser ces installations pour que le rendement soit le meilleur possible. Même chose sur les réseaux de distribution, là je vais parler pour du Morbihan, mais globalement en Bretagne on n'est vraiment pas les plus mauvais élèves par rapport à l'échelle nationale. Sur du Morbihan, on a 85% de rendement sur nos 107 communes où on exerce cette compétence, distribution d'eau potable, qui est un secteur rural. Et c'est plutôt un bon rendement pour le secteur rural. Il faut imaginer qu'on a près de 7000 km de réseau. C'est autant que la ville de Paris, mais on est un petit peu moins urbanisé, un peu moins concentré. Sur ces 7000 km de réseau, le réseau, c'est des barres de 6 mètres. Donc il suffit qu'à chaque jonction, il y ait une petite goutte, du goutte à goutte. Ben, sur 7000 km à la fin, oui, ça fait des mètres cubes. Donc de toute façon, on n'arrivera jamais au zéro rendement. Maintenant, il faut effectivement avoir une politique et une stratégie de gestion patrimoniale pour pas changer pour changer, parce qu'il faut remplir des indicateurs et qu'il faut faire 1% de rendement par an, de renouvellement par an, mais aller là où c'est nécessaire, là où on voit que il y a des casses fréquentes, là où on voit qu'on a des matériaux qui ont été posés il y a trop longtemps, là où on voit qu'il y a effectivement des fuites, et on cible ces secteurs en faisant des sectorisations pour pouvoir les pister, ces fuites, et intervenir au meilleur moment et au meilleur endroit. Il y a différentes techniques pour renouveler les réseaux. Ça peut être du remplacement place pour place, et quand c'est possible, du chemisage aussi, sachant que le chemisage, forcément, ça diminue le diamètre. Donc faut aussi, ça ne se met en place que dans des cas particuliers, parce qu'il faut prendre en compte bien sûr aussi le fait qu'il nous faut une pression et un débit suffisant pour pouvoir alimenter la population. Ce qui a été mis en place, c'est effectivement une installation de dessalement installée dans un temps record pour pouvoir ramener de l'eau désalinisée dans la retenue pour pouvoir faire le plein. C'est une solution qui avait été mise en place en 2003 à Belle-Île-en-Mer, où là effectivement aussi il y avait un risque de rupture. En 2005, pardon.
parce qu'en 2003, il y avait eu des imports par bateau. Et là, effectivement, ça avait coûté un petit peu d'argent. Le dessalement, pour moi, ça doit rester une solution exceptionnelle. C'est quand même un gouffre énergétique, encore aujourd'hui. Et l'eau saumurée, c'est-à-dire l'eau riche en sel de process, il faut trouver un endroit pour pouvoir la rejeter sans impacter les milieux marins. Et ça pose quand même un certain nombre de questions encore pour l'instant. Moi, c'est vraiment la solution extrême. Et quelque part, peut-être que le fait que la ressource soit finie en eau douce va nous obliger à réfléchir autrement. Si on commence à les pomper dans l'eau de mer, voilà, il n'y a plus de limite et on va se faire rattraper par peut-être effectivement plus de fréquentation, des problèmes d'assainissement exacerbés, etc. À un moment, il faut qu'on se dise, la ressource est finie, il faut qu'on fasse avec. Pour moi, la réutilisation des eaux usées traitées, bien sûr, c'est une piste pour certains usages, et notamment sur le littoral, quand on a des stations d'épuration qui rejettent en mer. Quand on est sur l'intérieur avec des rejets qui se font dans les cours d'eau, malheureusement, à certaines périodes de l'année, c'est le rejet de la station d'épuration qui vient soutenir le débit du cours d'eau. Donc il ne faut pas dire que la réutilisation des eaux usées traitées, c'est la solution à tout. C'est un peu comme toute solution, ça se regarde localement au cas par cas. Après, c'est vrai que aller peut-être à trouver des compléments d'arrosage pour des golfs ou un certain nombre d'installations, c'est quand même mieux si on peut le faire avec de l'eau réutilisée ou recyclée qu'avec directement soit de la ressource brute ou encore pire, avec de l'eau du robinet. Effectivement, la réglementation pour un usage d'eau non potable, donc en habitat intérieur, c'est le serpent de mer de discussion, de précautions sanitaires au niveau national. Un peu comme pour tout, il va falloir s'adapter et lâcher un petit peu du lest là-dessus si on veut vraiment qu'il y ait des économies. Lâcher du lest sur les usages, mais peut-être dans le même temps resserrer un petit peu la façon dont c'est fait. Je m'explique, à partir du moment où on introduit dans une habitation potentiellement une eau qui n'est pas potable, le risque, c'est qu'au niveau du branchement, à un moment, il n'y a pas de clapet ou un clapet défaillant, c'est le risque de retour d'eau non potable dans le réseau. Donc ça veut dire des normes de mise en œuvre, peut-être des qualifications des professionnels, etc. Enfin, bref, comme on dit dans le jargon, des DTU spécifiques là-dessus. On ne peut pas que lâcher en disant bon, bricolez dans votre coin et tout va bien se passer. Parce que effectivement, moi, le risque que je vois, c'est par rapport à ces retours d'eau non potables dans le réseau. Après, l'usage dans l'habitation, voilà, chacun quand même peut quand même faire un petit peu attention à ce qu'il fait. Au du Morbihan, on n'a jamais réfléchi à réintégrer de l'eau dans les nappes, à remplir de l'eau dans les nappes, pour la bonne raison qu'en massif armoricain, on n'est pas sur des grandes nappes, on est sur des petits aquifères très locaux, on est sur des failles avec une circulation spécifique. Sans mauvais jeu de mots, ce serait peut-être à fond perdu ou à puits perdu. Donc c'est pas du tout adapté à notre sens au contexte hydrogéologique morbihanais. Tous les projets qui peuvent faire en sorte qu'on puisse diminuer la sollicitation du réseau public est bon à prendre. Après, Audu-Morbihan doit rester dans son domaine de compétences qui est la distribution d'eau potable, mais on est très attentif aux initiatives qui peuvent être prises, avec quand même toujours en ligne de mire quelques alertes techniques de vigilance sur la façon dont c'est mis en œuvre dans l'habitat, pour éviter, comme je le disais tout à l'heure, ces fameux retours d'eau, pour éviter du bricolage avec un remède qui serait pire que le mal, quelque part. Oui, il y a des gens qui posent des questions, effectivement, et à juste titre, et surtout en ce beau mois de juin, ça fait presque 4 semaines qu'on n'a pas vu une goutte de pluie, avec un vent de nord-est hyper asséchant.
avec les débits des cours d'eau qui plongent. Voilà, il est temps qu'il pleuve. Ce qu'on essaye d'expliquer aux gens, c'est qu'il ne faut pas seulement économiser l'eau ou avoir en tout cas des bons gestes et des bons réflexes que quand on est en sécheresse. Les bonnes habitudes, il faut les garder toute l'année pour que ça reste, que ça revienne vraiment une habitude et un réflexe. Et justement, du coup, si c'est toute l'année, ce sera plus une contrainte de faire un petit peu attention à son eau. Maintenant, on n'est pas à l'abri. Oui, il y a un certain nombre d'initiatives qui se font dans les écoles, des structures porteuses de bassins versants qui ont des programmes, avec l'aide parfois d'associations Télo et Rivière, qui a son camion pédagogique, etc. Donc ça commence par là, effectivement. On a déjà, moi qui ai des enfants, je peux vous dire qu'ils sont sensibilisés effectivement dans les écoles. Je pense que la prise de conscience du monde agricole, elle commence là. Peut-être oui, avec un peu de décalage par rapport à l'industrie agroalimentaire. De son propre aveu, entre guillemets, la Chambre d'agriculture nous a bien dit que oui, c'était pas encore un sujet vraiment pris à bras-le-corps, mais que la Chambre s'organisait justement pour pouvoir prendre ce sujet à bras-le-corps. Après, voilà, les agriculteurs, on va les chercher pour la qualité de l'eau, on va les chercher pour beaucoup de choses. Il y a pas mal de contraintes. Ça ne doit pas forcément être une approche très très facile que d'amener un nouveau sujet. Mais voilà, là, je crois que la profession s'organise et se structure justement pour embarquer et accompagner les exploitants dans cette nouvelle approche de sobriété pour le coup, ou en tout cas d'adaptation. Stimuler, je pense que la meilleure des pédagogies, c'est la répétition. Je crois moyennement aux restrictions et à l'effet des restrictions en termes quantitatifs, mais plutôt effectivement à cette pédagogie, le fait que ça devienne un réflexe qu'on rabâche, passez-moi l'expression, comme à l'école, qu'on ait des démonstrations aussi par l'action, qu'on montre qu'il y a des choses qui peuvent se faire facilement sans nuire au confort. Ça paraît tout bête, et là aussi, on entend tout le temps les gestes un petit peu bateaux de prendre une douche plutôt qu'un bain. Bon, ça, c'est un peu, je pense qu'à force, c'est rentré. Mais des installations de mousseurs, de matériel hydroéconome qui coûtent quelques euros, c'est pas grand-chose et ça marche. Il faudrait que ça devienne systématique. Et là, je pense que les associations de consommateurs aussi ont un rôle à jouer pour passer ces messages et faire aussi à nos côtés de la pédagogie. Pas que. À un moment, désolé, il va falloir faire un peu de sacrifice et ne pas compter que sur la technologie et les innovations. Alors sacrifice entre guillemets, peut-être certains usages dont on peut chacun réfléchir en se disant oh, est-ce bien utile finalement? Je peux m'en passer et ça fera du bien à tout le monde. Un des leviers pour inciter aux économies d'eau, c'est le principe logique de plus on consomme, plus on paye. Historiquement, tous les tarifs n'étaient pas forcément progressifs. Au fur et à mesure que les services se mettaient en place, il y avait des tarifs préférentiels pour certaines activités économiques. Les élus d'eau du Morbihan, par exemple, ont décidé en décembre dernier d'aller vers une tarification progressivement, parce qu'on ne peut pas non plus augmenter un tarif de 30 ou 40% d'un coup, pour pouvoir mettre en place ce principe de tarification progressive, qui est effectivement un des leviers pour faire encore plus réfléchir à sa consommation.